Mais il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas juste dans ce que je faisais. C'est comme si à un moment donné, je passais de l'être humain à la machine-outil. Il n'y a eu aucune intervention extérieure. Je ne suis pas intervenu sur ses dents, je n'ai pas induit quoi que ce soit. Il a fait un travail qui a amené un changement dans son corps qui a été 2 fois plus rapide que ce que la chirurgie et l'orthodontie auraient amené. Il y a quelque chose là qui est juste, qui est reproductible en plus, puisque c'est totalement reproductible, je ne me trompe jamais sur ce que je lis de la bouche de mes patients. Tu n'as pas le droit de passer à côté de ça. À chaque fois que tu vas faire un acte, il va falloir que tu mettes la conscience sur ce qu'il y a derrière. On est devenus des êtres qui pensons comme des machines, c'est-à-dire je vais lire de relever, j'ai plus le temps de m'intéresser à l'être humain, j'accélère. Si on restait dans cette sphère-là, on va se passer du médecin, c'est évident. On va se passer même du dentiste, on aura une machine-outil qui va faire l'acte plus parfaitement. Et donc, dans cette souffrance de la rencontre, il y a quelque chose qui émerge et je crois qu'en effet, c'est une grande chance. On vit une période vraiment charnière. La souffrance est une capacité de pouvoir éveiller quelque chose, c'est le premier stade. Et même l'égoïsme est un premier stade, à pouvoir ouvrir une autre sphère par soi-même, c'est-à-dire ne plus obéir qu'à des lois. Je peux en tant qu'être humain me reconnecter à quelque chose, et qu'un être humain c'est un être spirituel incarné dans un corps physique. On est en train de créer du lait, donc je vais faire du beau. Ah ouais, je peux faire du beau en fait. Qui êtes-vous? Alors, je suis Laurent Godefroy, je suis médecin dentiste et j'exerce ma profession de médecin dentiste à Monté depuis quelques années déjà. Voilà, je me suis intéressé à d'autres choses dans mon exercice. Enfin, la vie en gros m'a conduit à m'intéresser à diverses choses que j'ai essayé de réunifier dans ce que j'étais à la fois dans ce que j'étais en tant qu'être humain et en tant qu'intervenant dans la bouche et sur les dents des personnes qui venaient me voir. Donc je me suis intéressé du coup à cette discipline un peu étrange qui est la dentosophie, très très méconnue. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus d'une manière qu'on pourrait appeler par hasard, mais est-ce que le hasard est vraiment hasard? C'est la grande question. En tout cas, à un moment donné où dans ma vie, c'était des questionnements qui me taraudaient. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce que je suis moi dans ce monde, dans l'activité que j'ai? Est-ce que je suis juste un dentiste qui fait des trous dans les dents ou est-ce que je suis quelque chose de plus? Quelle est la relation que j'établis avec mes patients, avec les personnes qui viennent me voir? C'était un grand questionnement. Il y avait un peu de souffrance aussi du fait d'être enfermé dans quelque chose qui est très très cloisonné. Le milieu dentaire est un milieu qui est assez cloisonné, peut-être comme certaines disciplines assez scientifiques, assez spécialisées, où on est enfermé dans un espèce de cadre. Et donc, dans ce parcours, je me suis posé cette question enfin, qui partait d'un questionnement intérieur. Est-ce que c'est vraiment ça, être un thérapeute? Est-ce que c'est vraiment ça, être un être humain qui intervient sur d'autres êtres humains? Donc, je me suis intéressé à plein de choses pour essayer d'ouvrir le champ de mes connaissances, de ma compréhension de ce qu'est un être humain, de ce que je suis aussi dans ce monde. Et donc j'ai touché à diverses choses qui m'ont amené à revoir un petit peu mes positions par rapport à la pratique. Et donc dans cette phase de ma vie, je suis tombé sur Michel Monteau, qui est un médecin dentiste qui, je pense, a vécu à peu près ces choses aussi, ces questionnements, et qui s'est intéressé au rapport entre les dents et ce qui était de la sphère, on va dire, globalement très vaste du psychisme, avec tout ce qu'on pourrait mettre dedans, puisque c'est une sphère relativement peu maîtrisée et relativement indéfinie. Et donc, quel impact avait cette sphère-là dans le corps, et en particulier dans le milieu enfin, dans la bouche? Et donc, je suis tombé sur cette dentosophie, et j'ai suivi la formation de Michel Monteau. Et très rapidement, puisque j'étais à l'époque dans un repositionnement de ma vie et de mon cabinet, j'ai mis en place, là où j'étais, cette philosophie, cette façon de voir les choses, dans un nouvel exercice qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Vous avez donc une formation de médecin dentiste tout à fait classique. Alors la formation, oui, j'ai suivi un cursus tout à fait classique de médecine dentaire à la faculté dentaire de médecine de Nancy. Donc en France, il y a toujours une année en médecine générale et puis après on s'oriente vers la médecine dentaire.
Je dois dire que j'ai toujours eu un esprit tourné vers la science, vers la compréhension des mécanismes de l'univers, de quelque chose qui parle à la fois de la magie, mais qui soit très cartésien, qu'on puisse expliquer, qui soit compréhensible. Et donc ces études de chirurgie dentaire m'ont bien convenu. Et puis donc j'ai exercé ma profession d'abord en France pendant une quinzaine d'années. Et puis je suis venu m'installer en Suisse en 2007. Et j'ai ouvert mon cabinet en 2019. Alors de 2007 à 2018, on va dire, j'ai une activité de dentiste assez classique. On peut dire que j'avais une ouverture sur le rapport que j'avais avec mes patients, où je pense que j'étais un dentiste assez ouvert, qui avait l'attention à la personne et qui cherchait à pas faire mal et à comprendre ce que la personne venait chercher chez moi. Mais ensuite, cette porte sur la dentosophie a ouvert un autre espace de la relation, justement. Comment êtes-vous passé de médecin dentiste à la dentosophie? Ça fait, comme je le disais, ça fait partie d'un tournant dans ma vie. D'un tournant qui était la question centrale, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis? J'avais pas d'épanouissement dans mon exercice de dentiste. J'avais un épanouissement dans la relation à la personne, dans la discussion que j'avais avec, dans l'accompagnement. Mais il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas juste dans ce que je faisais. C'est comme si à un moment donné, je passais de l'être humain à la machine-outil. Et le lien entre les deux, j'arrivais pas à le faire totalement. Et ça m'a beaucoup questionné. Donc ça fait partie, un questionnement qui fait partie d'une souffrance à l'intérieur, parce que quand on n'a pas les clés de la compréhension, il y a quelque chose qui est du domaine de la souffrance. Et donc j'ai cherché des réponses. Donc je me suis intéressé à ce qu'était un être humain dans les lectures, d'abord, hein. Je me suis intéressé à ce qu'était l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et donc, comme pour moi, la connaissance ne passe pas que par les lectures, il fallait que j'expérimente. J'étais rencontré une médium, par exemple, pour qu'elle me parle de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce qu'elle va me raconter sur moi? Avec quel degré de pertinence elle va raconter des choses sur moi? Euh, et donc là, j'ai eu une première sidération. Comment cette personne-là peut savoir des choses aussi précises sur moi, sur ma vie, sur mon entourage? Donc pour moi, ça a été déjà une première révélation. Ok. Donc évidemment, là, j'avais confié le pouvoir à cette personne de me révéler certaines choses. Donc j'ai voulu après aller découvrir par moi-même ce qu'était cette sphère de l'esprit, de la connexion aux défunts, ou peut-être pas aux défunts d'ailleurs, hein, parce que la grande question, à quoi se connecte un médium exactement? Enfin, de toute façon, il y avait une question essentielle, qu'est-ce qui fait le médium? Donc je suis allé travailler en médiumnité, je suis parti en Angleterre, dans une école de médiumnité assez connue, et j'ai été faire 2 sessions d'une semaine là-bas. Pour moi, ça a été un vrai bouleversement parce que j'ai vécu des expériences là qui étaient radicalement opposées à ce que j'avais compris jusqu'à maintenant. Mais ça a été aussi la révélation de l'esprit humain existe, et il existe même au-delà de ce qu'on appelle la mort, puisque par moi-même j'ai pu entrer en relation avec des défunts. Donc quel que soit ce qu'on entend par défunt, on met un mot encore une fois sur quelque chose, quelle que soit la chose, peu importe. J'ai vécu une expérience qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui persistait de l'être humain au-delà de son départ de son corps. Peu importe ce que c'était, peu importe combien de temps ça durait après, il y avait quelque chose. Donc c'était pour moi aussi de la sphère de la révélation, et je l'avais vécu. Euh, et donc ça a changé mon rapport. Là, j'ai vécu quelque chose qui m'a amené dans un repositionnement total. J'aurais presque pu dire, est-ce que cette sphère-là va me happer? Est-ce que je vais aller vers cette médiumnité? Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, non, c'est pas là que tu vas trouver ta voie. Et donc j'ai voulu raccrocher les deux sphères qui faisaient partie de moi, qui me déchiraient à un moment donné, puisque entre le rapport à l'esprit, enfin on pourrait redéfinir ce qu'est l'esprit, peut-être on en parlera après, et ce rapport à la matière la plus brute qui soit, puisque les dents et le minéral, c'est vraiment la partie la plus dure de la matière, hein, le cristal. J'étais déchiré de la même façon entre la matière la plus dure et l'esprit le plus pur. Donc j'ai essayé de rassembler les deux, et c'est à ce moment du questionnement que est arrivé, bien sûr, on pourrait dire par hasard, mais je suis persuadé pas par hasard, de cette personne qui est venue me demander: «Est-ce que tu pratiques la dentosophie?»
Et donc j'ai été me renseigner sur ce qu'était la dantosophie. J'ai regardé un petit peu ce que pratiquait Michel Monteau. Ça m'a tout de suite énormément parlé, puisque ça arrivait au bon moment de toute façon dans ma compréhension. Et donc j'ai appelé Michel Monteau un mois avant qu'il commence sa session de formation. Et il l'a appelé à la maison, il est tombé sur mon épouse, qui lui a dit, il lui a dit en gros, je ne sais pas pourquoi, mais je vais l'incorporer dans ma formation, bien qu'elle soit complète. Et donc j'ai commencé la formation, elle s'est terminée à peu près au moment où j'ouvrais mon nouveau cabinet à monter. Et donc dès la mise en place, c'est ce qu'on appelle en gros une synchronicité. Ça aussi on pourrait en reparler de ce que ça représente. Mais en tout cas, tout s'est aligné pour qu'au moment où j'ouvre mon cabinet, je puisse exercer ce lien entre ce que j'avais perçu de l'esprit et mon exercice de dentiste dans la matière. Comment définiriez-vous la dantosophie? Ben, la dantosophie, c'est un peu ce rapport de l'observation, de l'impact de psychisme. Encore une fois, en le définissant vaguement sur le psychisme, la personnalité, les émotions, la pensée, l'impact que ça a, cette sphère-là, dans le corps. Et comment, par une connaissance et un apprentissage de la position des mâchoires, des dents, on arrive à trouver les indices qui vont nous parler de l'impact de cette sphère dans le corps, et d'arriver à la percevoir. Alors du coup, pas par une chaîne d'explication de cause à effet, puisque peut-être on réabordera aussi ce sujet du lien entre l'esprit et le corps, mais en tout cas de pouvoir observer les effets de cette sphère psychique dans le corps, et d'en voir la réalité à chaque expérience, à chaque explication avec mes accompagnés en dantosophie, de voir la vérité s'exprimer dans la lecture. Un peu comme un médium le ferait, mais avec cette fois-ci une connaissance dans la matière et une lecture dans la matière de ce que l'esprit va dicter dans le corps, et comment on peut arriver à le lire. Et donc, à partir de là, chaque position de la mâchoire, chaque position des dents va parler de cette sphère de l'esprit. Et en gros, c'est un peu comme si, en arrivant dans ce monde, un enfant, avec ce qu'il est dans cette sphère-là, va chercher à s'adapter au monde extérieur de la matière. Et à chaque adaptation, il va se changer un petit peu dans ce qu'il est en tant que personne, pour s'adapter aux conditions extérieures, papa, maman, l'école, les frères et sœurs, le monde autour, progressivement pour se transformer. Et on pourrait dire que dans chaque adaptation, il y a une espèce de torsion de la personnalité pour s'adapter au monde extérieur. Et ces torsions-là, on les retrouve dans la bouche et dans les dents. Il suffit de savoir les lire. De la même manière qu'on peut découvrir des choses dans la colonne vertébrale qui renseignent sur la posture. Et exactement. Et même en partant du lien que la posture est en lien aussi avec la posture de la mâchoire, la posture des dents. L'idée, c'est toujours d'aller retrouver l'unité en dehors de la spécialisation des sphères qu'on va toucher. Évidemment, quand je touche à la sphère de la bouche, je vais m'intéresser à ce que je peux faire émerger là, mais ça va de toute façon parler et du corps dans sa totalité, et des émotions dans leur totalité, de la pensée dans sa totalité, de la sphère de l'esprit dans sa totalité, de l'âme, si on peut aborder aussi ce sujet-là. Et l'idée, c'est d'aller retrouver la totalité dans une sphère, et de ne pas rester enfermé dans cette sphère-là. La matière est ici le reflet du subtil. Ouais, du subtil, mais derrière le subtil, il y a toujours cette notion qu'on va aller rechercher, parce que tel qu'on est conçu, on va toujours chercher à se raccrocher à la matière, pour trouver une chaîne de cause à effet qui va expliquer. Le subtil explique tout ce qu'on va pouvoir concevoir dans la matière, mais en fait, il y a une réalité que je perçois, enfin en tout cas qui moi me parle, c'est que l'esprit, il est totalement immatériel, mais totalement. Et le subtil ne sont que les échelons qui amènent à la matière. Et on a un paradigme et un saut de la pensée à faire, à penser l'esprit comme quelque chose de totalement immatériel. Bon, voilà. Le subtil est encore une fois le lien qui va permettre de faire une certaine forme de compréhension. Ouais. Qu'est-ce qu'une dent? Une dent, c'est bon, déjà, c'est une matière minérale, hein, comme je le disais, c'est de la matière minérale. En fait, la dent, elle représente un peu tous les échelons qu'on pourrait retrouver sur notre planète Terre. On a du minéral. On a quelque chose qui ressemble au végétal, dans le sens où la vie est là, la vie brute, avec sa forme de conscience, hein, le mécanisme de la vie.
Il y a une certaine forme d'instinctivité qui apparaît dans la dent, hein, par la circulation du dent, enfin du sang à l'intérieur de la dent. Et puis, il y a quelque chose qui va parler de l'inscription de la personnalité dedans, puisque chaque dent, c'est chaque être humain est dans une position particulière. Donc la dent, c'est vraiment la représentation de tous les échelons, on pourrait dire, de la création dans l'être humain. Un mélange de minéral et d'organique? Oui, oui, à l'intérieur d'une dent, on a une coquille qui est totalement minérale. On a une substance ensuite qui est un peu plus molle, mais qui est encore relativement minérale, qu'on appelle la dentine, hein. Et puis à l'intérieur de ce package, il y a la substance vivante. Donc il y a des vaisseaux sanguins, il y a des petits nerfs. Chacun le percevra dans ses souffrances au moment de l'arrache de dents ou de l'atteinte de cette partie-là, en tout cas. Euh, donc il y a vraiment une globalité dans une dent, il y a une espèce de synthèse de plein d'aspects du vivant et de l'inerte. Est-ce que notre rapport quotidien aux dents est sain? On a dans notre époque actuelle une vision très 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 matérialiste de l'être humain et de la santé en général d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que cette vision-là n'est pas juste, mais elle ne concerne en gros que les mécanismes chimiques ou de la matière ou physiques. Donc il n'y a rien à retirer à cette sphère-là, elle est juste. On pourrait parler de l'approche de la matière, elle est toujours juste sur un mode scientifique qui s'intéresse à la matière. Donc passer du fil dentaire, brosser les dents, enlever les bactéries, diminuer le niveau d'acidité, renforcer l'émail des dents, évidemment que ça a un impact sur la santé des dents. Mais la vraie question qui m'a toujours taraudé, c'est des questions un petit peu plus générales. Pourquoi telle dent est atteinte et pas celle-là? Pourquoi, quand on se brosse les dents de tous les côtés, qu'on passe le fil, il y a des caries et chez certaines personnes qui ne se brossent pas les dents, les caries n'apparaissent pas? Pourquoi dans une même famille, lui et pas lui? Pourquoi chez la même personne telle ou telle dent? Pourquoi des échecs de traitement? Alors que les traitements sont dans la matière et avec l'apprentissage scientifique fait de manière correcte. C'est aussi une vision au cours de mon parcours, de voir des dents super bien traitées avec des traitements de dévitalisation super bien faits et des échecs à répétition et des traitements super mal faits avec quelque chose qui se passe bien. Donc il y a il y a des questionnements sur ce qu'on fait dans la matière et quelque chose d'autre qui apparaît qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et depuis ma pratique sur cette dentosophie, j'arrive à comprendre les échecs, j'arrive à comprendre pourquoi il ne faudrait pas toucher à une dent à un certain moment donné, pourquoi il faudrait toucher à d'autres moments, pourquoi on peut mettre aussi une espèce de co-conscience entre le thérapeute et le patient et l'accompagné, une compréhension de l'acte qui est partagée, et pas seulement une prise de pouvoir du thérapeute. Et tout ça change complètement les conditions de réussite et d'échec. Donc non, on ne peut pas enlever la réalité de l'acte dans la matière qui doit être fait d'une manière la plus parfaite possible. Et la connaissance scientifique de la matière amène ça. Par contre, il faut élargir, vraiment élargir sur d'autres sphères qui vont amener un champ de compréhension différente et une espèce d'appropriation des capacités de guérison aussi de la personne qui est en face. Pouvez-vous nous raconter votre première expérience en dentosophie, votre premier patient? Alors la rencontre avec ce premier patient, enfin c'était un des tout premiers patients que j'ai reçu dans cette pratique en dentosophie, c'est un monsieur de 35 ans qui est venu en sachant que je pratiquais déjà, il avait déjà entendu un peu parler de la dentosophie, et donc il arrive avec ce qu'on appelle une classe 2, c'est-à-dire un décalage entre les dents du haut et les dents du bas dans le sens avant-arrière de 2 ou 3 centimètres. Sa difficulté était une difficulté à la fois esthétique, puisque dans ce genre de cas, le profil présente une lèvre supérieure qui est très en avant et un retrait de la mâchoire inférieure, et aussi une difficulté fonctionnelle, c'est-à-dire quand il serrait les dents, ses dents du bas impactaient le palais, et donc il y avait une morsure du palais et une blessure du palais dès qu'il allait serrer. Donc c'est un cas un peu extrême, donc il avait consulté un orthodontiste qui lui avait dit, et j'ai rien à dire sur ce qu'il lui a dit dans la sphère de l'orthodontie, on va casser la mâchoire, fracturer la mâchoire du bas pour faire une chirurgie qui va permettre d'avancer la mâchoire et de remettre les dents en position et de faire suivre ça de 2 ans d'orthodontie. Donc cette personne-là, ça lui a pas parlé, il s'est dit non, non, il est hors de question que je vive ça. Donc ayant entendu parler de l'orthodontie, il est venu me voir.
Et on est entré en matière, hein, et ce que je lui expliquais sur ses dents et de quoi ça parlait l'a beaucoup touché, puisque ça parlait de certaines choses qui le concernaient, et de son vécu et de ses transformations. Et donc il a vécu la sidération, comment ce dentiste peut savoir ce que je suis en regardant mes dents. Et donc, comme il a capté la chose, il est entré en dentosophie. Au bout d'un an et demi, il a réglé complètement le problème. Sa mâchoire s'est avancée, les dents ont trouvé leur place. Et il est encore en chemin d'ailleurs, hein, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh, et c'est jamais totalement fini, mais il a fait les trois quarts du chemin et du changement qui s'est traduit aussi par des changements dans sa vie. Vous nous dites donc qu'un patient a pu corriger la position de sa mâchoire sans aide mécanique extérieure? Ouais, c'est là que le lien se fait en fait. Il y a une espèce de révélation intérieure, une, ré- une réanimation, une réactivation de la sphère du psychisme, on va dire, et un lien avec le corps, avec un outil quand même, hein, puisque le travail en orthosophie se fait par l'intermédiaire d'un outil qu'on appelle l'activateur, et il y a une espèce de lien dans la matière entre la partie donc matérielle de la bouche, les dents, et l'intention, on pourrait dire, de la pratique et de l'exercice quotidien en dentosophie. Parce qu'il y a vraiment un exercice à faire tous les jours, hein, et ça demande quand même un certain investissement, hein, en temps. Donc il y a une pratique quotidienne à faire avec cet outil, et cette pratique quotidienne amène un changement intérieur, et qui est perceptible aussi dans les changements de position des dents. Il y a une espèce de parallèle, hein. D'ailleurs, très souvent, quand je questionne mes accompagnés en dentosophie sur ce qui leur arrive, avant même de regarder leurs dents, euh, je sais à peu près ce qui s'est passé dans la bouche. Qu'est-ce qu'un activateur? A-t-il une action mécanique sur la mâchoire? Un activateur, c'est une espèce de double gouttière en monobloc qui à la fois permet une jonction entre les dents du haut et du bas. En gros, on pourrait, en vulgarisant ça, si vous imaginez la gouttière que mettent les boxeurs ou les hockeyeurs, par exemple, hein, euh, c'est quelque chose de ce style-là, sauf qu'il y a il y a un espèce de positionnement dans l'espace qui permet d'aligner les mâchoires dans les trois dimensions de l'espace. Dans le plan qu'on appelle frontal, hein, ce plan qui passe de la droite à gauche, hein, le plan du mur si vous voulez, dans le plan sagittal qui représente plutôt un plan qui nous couperait en deux, et dans le plan horizontal qui est le plan de la mer en gros. Donc ces trois plans-là, l'activateur provoque un alignement de ces trois plans. Et puis évidemment, dans ces trois plans-là, il se place beaucoup de choses qui sont évidemment dans la sphère de relation de la matière, mais ça touche aussi à beaucoup d'autres sphères, on va dire un peu plus subtiles. Et donc cette position-là parle de l'harmonie, à la fois dans la matière et à la fois sur d'autres plans. Et dans ce travail quotidien, il y a une espèce d'image dans le corps de l'harmonie qui va s'enregistrer, et progressivement les dents vont se placer à l'intérieur pour essayer de reproduire quelque chose qui a un sens. On ne peut pas exclure qu'il y ait un effet mécanique, mais l'effet mécanique, il n'est pas du tout dans la force de la contrainte. Un travail sur les gouttières, sur l'activateur en dentosophie, il n'y a pas du tout de force à exprimer, de choses à faire. C'est juste comme une image de l'harmonie dans le corps. Et une espèce de lien qui se fait avec la sphère du psychisme et de l'esprit qui va tenter un réalignement total, encore une fois. Comment l'activateur est-il utilisé? Il y a un espèce de protocole bien défini qui structure la mise en place. Euh, donc ce protocole-là, il est assez précis, mais il n'a pas grand sens. Il permet en fait de donner des informations sur ce qui se passe dans la relation avec, avec l'activateur. En gros, c'est 3 fois 20 minutes par jour d'exercice, hein, d'une espèce de relaxation, de détente et de rapport au corps, dans la respiration, dans différents mouvements qui évoluent. Mais l'idée après, c'est d'aller, après cette première phase de rencontre avec l'accompagné dans sa pratique, d'aller trouver les clés de pourquoi j'ai des obstacles, par exemple, pourquoi j'arrive pas à me poser dans ma journée, pourquoi je suis toujours en accélération, pourquoi j'ai des difficultés à me retrouver avec moi-même et j'ai des pensées qui tournent. Donc en fait, ce protocole de structure, il me renvoie des informations lors de la prochaine rencontre avec mon accompagné. Et à partir de là, je vais adapter. On va essayer de trouver des clés pour franchir des étapes.
de désengager le rapport à la matière, désaccélérer les vies dans laquelle on est tous un peu pris, de ce rythme un peu infernal, pour trouver le temps de retrouver le lien de tout ce qu'on est dans toute notre partie, en fait. Voilà, c'est un travail en commun. Si ce patient avait choisi l'orthodontie classique, combien de temps aurait duré le traitement? Alors, il devait subir une intervention chirurgicale, ça c'est assez rapide, il y a une période de cicatrisation bien sûr, et ensuite porter des appareils, ça l'aurait amené à 3 ans avant d'obtenir le résultat. Et ensuite, une chose un peu étrange, c'est le blocage des dents pour pas qu'elles se remettent à bouger. C'est peut-être une question qu'on abordera aussi plus tard, cette question-là. Mais en tout cas, il a fait le travail en dentosophie sur la moitié du temps, en gros, quoi, qui lui était proposé dans la phase chirurgicale. Ce patient est donc arrivé au même résultat que s'il avait choisi l'orthodontie classique? Il est arrivé au même résultat, oui, oui. Et avec ses propres forces de volonté, c'est-à-dire avec sa propre action. Il n'y a eu aucune intervention extérieure. Je ne suis pas intervenu sur ses dents, je n'ai pas induit quoi que ce soit. Il a fait un travail qui a amené un changement dans son corps qui a été 2 fois plus rapide que ce que la chirurgie et l'orthodontie auraient amené. L'orthodontie classique ne semble pas toujours résoudre les problèmes dans la durée. Les dents reprennent parfois leur position d'avant l'intervention? Oui, c'est d'ailleurs une compréhension qu'ont eu tous les orthodontistes et dentistes qui travaillent sur l'alignement des dents. C'est qu'après une première période où le début de l'orthodontie s'est mis en place dans les années peut-être, je ne sais pas, 40 ou 50, 1940 et 50, il y a eu cette première phase d'orthodontie où on faisait bouger les dents et il y avait pas, on laissait tel quel après. Et en fait, on s'est rendu compte que les dents bougeaient après. Elles reprenaient des positions différentes, elles se remettaient à changer de place. Donc, pour remédier à ça, les orthodontistes ont commencé à solidariser les dents, c'est-à-dire à mettre des barres qui soudaient, en tout cas les dents de devant, pour pas qu'elles se remettent à bouger. Parce qu'évidemment, si on investit et financièrement et en souffrance dans un traitement orthodontique, c'est pas pour que les dents rebougent après. Donc il y avait une espèce de disjonction, ok, je ne veux pas être embêté par ces dents qui rebougent, je les bloque. Ce qui est complètement irrationnel, à mon sens, parce qu'il y a une vraie question, pourquoi ça rebouge? Un orthodontiste demande quelquefois même à enlever des dents définitives pour faire de la place, aligner parfaitement les dents dans un équilibre total, et ça rebouge. Donc là, il y a une vraie question auquel la dentosophie répond totalement d'ailleurs, hein, parce que si j'examine une bouche en tant que dentosophe avant l'orthodontie et que on enlève les appareils d'orthodontie, je peux dire par avance quelle dent va rebouger. Parce qu'elle parle de certaines choses qui appartiennent à l'être humain et qui de toute façon vont rester après le mouvement en force. Pourquoi continue-t-on à contraindre les dents si on peut arriver à de bons résultats sans contrainte? Qu'en pensent vos collègues orthodontistes? Je ne sais pas, je leur ai pas posé la question. C'est des questions en fait qui leur appartiennent. Et c'est plutôt du domaine de est-ce que je vais chercher une réponse à ça? Pour en revenir à pourquoi c'est une question de société et de santé en général, et au-delà de la santé, du rapport à ce qu'est un être humain. Est-ce que c'est une masse de matière pensante? Est-ce que c'est une masse de matière vivante? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on est prêt à se poser ce genre de questions pour aller au-delà du rapport à la matière? Et comme on est enfermé dans ce rapport à la matière, de la chaîne de cause à effet, il y a quelque chose qui nous amène dans le domaine de la folie. Folie relative, hein, mais dans le raisonnement, il y a quelque chose qui est du domaine de la folie, d'un enfermement dans quelque chose qui est relativement inconscient. Je vais aller bloquer des dents pour ne pas voir les dents rebouger. Ok. Quelque part, on est juste, puisque le résultat attendu, c'était un alignement des dents, et donc dans cette logique-là, on va bloquer les dents pour qu'elles restent en position. Purement logique. Mais si on va plus loin, pourquoi ça rebouge? Ok, je ne sais pas, j'arrive pas à le montrer par le lien de cause à effet, donc je ne vais pas m'y intéresser. Et c'est là où la science matérialiste est enfermante, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un lien qui est compris de cause à effet, on n'arrive pas à sauter le pas par la simple observation de dire il y a quelque chose là qui est juste, qui est reproductible en plus, hein, puisque c'est totalement reproductible, je ne me trompe jamais sur ce que je lis de la bouche de mes patients.
Il faudrait juste que peut-être qu'on ouvre le sujet sur une étude, mais une étude qui ne soit pas statistique, qui montre que oui, la personne dit oui à chaque fois. Donc pour fermer ce volet-là, ouvrir une autre sphère, de dire puisque c'est observable et que c'est reproductible, même si on n'arrive pas à expliquer le lien de cause à effet, il y a une réalité là dans le vivant qui est totalement vraie. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une grande question, un grand questionnement scientifique dans tous les domaines, hein, quand on voit les scientifiques parler de la matière noire, de cette chose indéfinie dans l'univers qui permettrait de faire le lien entre la physique des corps astronomiques volumineux et de la physique quantique, et cette espèce de flou que les scientifiques n'arrivent pas à faire le lien dans la physique. Donc ça parle aussi de cette difficulté à aller faire le lien entre certaines choses. Peut-être qu'un jour, si on partait du fait qu'il y a quelque chose qui est, comme je le disais auparavant, de l'immatérialité totale, et que si on acceptait ça, mais qu'on se disait que l'esprit humain fait partie de l'être humain, et qu'il a, parce qu'il a ça en lui, une capacité à aller reconnaître le vrai de cette sphère qui est totalement immatérielle, sans avoir à pouvoir le comprendre, mais en réalisant que c'est vrai. Par contre, le lien, il est possible de le faire si on part de cette sphère-là, de se dire, ok, j'ai quelque chose en moi en tant qu'être humain qui me permet de voir la vérité de l'esprit, puisque je l'ai aussi à l'intérieur de moi. Si j'accepte ça, je vais chercher les traces de l'esprit dans la matière. Et je ne vais plus chercher à faire les liens, mais à voir l'expression de l'esprit dans la matière, et de voir s'il y a une réalité qui peut être reproductible, sans chercher à vouloir le comprendre forcément. Peut-être qu'un jour on arrivera, je ne sais pas. Mais en tout cas, se contenter de dire, ok, j'ai quelque chose en moi qui me permet de... Et d'ailleurs, si on va chercher les grands scientifiques qui ont marqué l'humanité, hein, ils avaient ça en eux, c'est-à-dire des personnes comme Einstein, quand ils avaient la volonté d'aller trouver quelque chose qui les appelait à l'intérieur, c'était je vais marcher dans la forêt, je déconnecte mon cerveau, il y a quelque chose qui va m'arriver qui est du domaine de cet esprit, de cette vérité. Mais comme j'ai la connaissance, à un moment donné, le lien il va se faire. Il y a une espèce de révélation de l'esprit qui se fait à l'intérieur. Et comme il y a la connaissance, je suis capable de l'amener dans quelque chose du coup qui va rentrer dans le lien de cause à effet. Je vais pouvoir m'intéresser à la matière. Parce que j'ai par la connaissance le lien à un moment donné qui peut se faire. Mais il faut d'abord accepter d'avoir une pensée qui devient intuitive et de la provoquer. Et on la provoque en se posant, en arrêtant de penser et en ouvrant une autre sphère. Après, on fera les liens. Et dans la dantosophie, il y a cette sphère-là qu'on cherche à ouvrir. Tous les jours, l'être humain se pose et ouvre une sphère différente qui va provoquer une harmonie à l'intérieur, qu'on va voir dans les dents. Une espèce d'unité qui se remet en place. Pouvez-vous décrire votre pratique plus en détail? Alors, dans la pratique du dentiste, hein, la compréhension et l'ouverture sur ce qu'est un être humain dans ce qu'il est, dans sa totalité, dans ses émotions, dans sa façon de penser, dans sa personnalité, permet de comprendre, comme je l'ai évoqué à un moment donné, les échecs ou les éventuelles réussites d'un traitement. C'est-à-dire, c'est comme si derrière chaque partie du corps, et en particulier dans les dents, hein, au moment des formations de la minéralisation, il y avait un enregistrement des événements émotionnels, des événements de torsion de la personnalité, des fragilités dans le corps. Et si on arrive à savoir que derrière certaines dents, derrière certaines choses matérielles, il y a des mémoires, il y a certaines dents auxquelles il ne faut pas toucher à certains moments. Le plus bel exemple que j'en ai, enfin j'en ai deux qui sont très parlants, je vais les résumer très brièvement. Une patiente qui vient me voir avec une carie sur une dent en bas à droite, je la soigne, tout se passe mal à tous les échelons, et pour faire vite, bien que j'ai pratiqué du mieux que je pouvais mon acte, tous mes actes successifs, c'est arrivé jusqu'à l'extraction de la dent, pour une petite carie. Une grande infection osseuse, une perte d'un fragment osseux. J'ai fait tout ce que je pouvais en tant que médecin dentiste dans la matière. La patiente d'ailleurs ne m'en a pas voulu, malgré qu'elle ait perdu cette dent-là, parce que je l'ai accompagnée du mieux que je pouvais, humainement et dans l'accompagnement dans mes actes. Je l'ai envoyée chez un stomato, enfin bref, elle a perdu la dent. Comme elle n'en a pas voulu, on est resté en rapport, et quelques temps après, quand je me suis mis à la dantosophie, je lui ai posé la question que j'aurais dû poser dès le début si j'étais dans Dantosoph, c'est
quel a été votre rapport avec votre père dans votre vie et dans la construction de votre enfance. Et en fait, ce papa était un papa violeur, qui avait beaucoup de violence avec elle et qui l'avait violée plusieurs fois. Et au moment où j'ai touché la dent, elle était en train de vivre une relation avec un homme qui avait ce même type de comportement. Et pour moi, à rétro, ça a été une révélation, mais t'as pas le droit de passer à côté de ça. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas faire un acte, il va falloir que tu mettes la conscience sur ce qu'il y a derrière et tu n'as pas le droit de passer à côté. Donc c'est aussi à la fois secouant parce qu'il y a des fois où en tant qu'être humain, on arrive à fatiguer, où on va aller un peu plus vite, on va mettre un peu moins de la conscience dans l'acte et et dans la question et dans le rapport. Mais il y a cette chose qui me dit, t'as pas le droit. Donc il y a aussi ce rapport à la désaccélération dans la pratique de la dentisterie et des réévaluations. Et puis la deuxième chose qui m'est arrivée beaucoup plus récemment, et qui a été aussi, une révélation de ce type-là, c'est un patient qui téléphone au cabinet, puis j'entends la discussion entre ma secrétaire et il y a quelque chose qui me dit: «Il y a quelque chose de fort qui se passe là». Encore une fois, on pourrait dire intuitivité ou quelque chose que j'ai entendu, mais en tout cas, je lui dis: «Faites-le venir tout de suite». Et le jeune homme arrive au cabinet tout blanc, les cernes sous les yeux, il me dit: «Docteur, j'ai un trou dans une dent et ma langue, elle va tout le temps dedans et c'est insupportable. Je dors plus, je vis des angoisses énormes il tremble, il est transpirant». Donc je le mets sur le fauteuil, je regarde ses dents et en fait, il avait un morceau de tarte qui était parti entre deux dents. Bon, il avait relativement du tartre, hein, il y en avait pas mal, donc ça faisait une espèce de paroi un peu lisse et entre deux dents, il en avait perdu un morceau. Et bah, je lui dis: «Oui, vous avez perdu un morceau de tartre, je perçois qu'il y a quelque chose de fort derrière, hein». Et lui me dit: «Non, non, mais c'est insupportable, il faut faire quelque chose». Donc je commence à nettoyer un petit peu le tartre pour lui montrer les choses. Peut-être que j'aurais pas dû le faire d'ailleurs. Il dit: «Mais c'est insupportable, cette dent-là, elle m'appelle toujours, et puis il est de plus en plus décomposé». Et donc je commence à lui poser des questions: «Mais qu'est-ce que vous vivez en ce moment dans le rapport amoureux?» Parce que c'est bon, le secteur qui était concerné, c'était le rapport aux femmes. Et il me dit, bah, en fait, je vis avec une enfin, il était, bon, je vais pas dire d'où il vient. Il était en train de vivre une relation avec une femme mariée et puis cette femme-là jouait avec lui, elle partait, elle revenait, donc il y avait une espèce de perversion dans la relation et bon, je savais que c'était l'événement qu'il était en train de vivre, un peu comme l'expérience de cette dame qui vivait à ce moment-là une expérience avec un homme, violent. Et donc là, il vivait quelque chose, mais qui faisait référence à autre chose. Et je lui dis, donc je lui pose la question sur son rapport à sa maman. Et il me dit, ah, en fait, papa et maman se battaient en permanence. Et j'ai assisté à des tentatives de suicide de ma maman 3 fois. Et donc, ce qu'il était en train de vivre là réactivait évidemment une mémoire. Et donc, sur cette chose qui pouvait apparaître bénigne, petit morceau de tarte perdu, en tant que dentiste, j'aurais pu dire non, mais n'importe quoi, c'est un petit morceau de tarte, monsieur. Non, en fait, il y avait quelque chose d'énorme derrière et qui expliquait totalement l'angoisse qu'il était en train de vivre. Donc, plus je vais dans ces rencontres et plus je me rends compte que ce lien, il est extrêmement puissant et qu'il parle à chaque fois de quelque chose. Comment accompagnez-vous vos patients? Je ne fais que montrer les liens d'une manière très, très, très globale quand je parle avec mes accompagnés. Et c'est eux qui viennent me livrer après ce que ça évoque chez eux quand je touche quelque chose. Euh, je vais pas parler d'une manière brutale en disant par exemple cette dent-là, bah, vous avez vécu ça. C'est absolument pas ça qui est intéressant. C'est plutôt de réactiver la conscience de la personne sur le thème qui est évoqué par un placement de la mâchoire, par un placement d'une dent. Et en fait, la réactivation, la reconnaissance et la reconscience vient d'elle-même chez la personne qui, elle, va m'annoncer ce qui a été vécu là. Et c'est par ce partage en commun, euh, d'être humain à être humain, je vais dire, qui permet d'ouvrir la co-conscience de la connaissance partagée qui amène la co-conscience de l'acte thérapeutique. Ce sont des séances d'échange. Du coup, j'utilise beaucoup plus ma sphère buccale qu'auparavant.
Il y a un copartage du coup là, ouais. Ouais, oui, oui, c'est beaucoup parler, c'est beaucoup entrer en relation, c'est beaucoup partager les expériences et les révélations communes, ouais. Qu'est-ce que la matière? Pour moi, tout est lié. On pourrait parler d'unité, mais c'est encore une fois un terme qu'on utilise beaucoup. La matière est une forme d'expression de l'esprit dans sa partie la plus basique, on va dire. Euh, pour moi, l'esprit va s'exprimer dans quelque chose qui est dans le domaine de l'évolution, avec à chaque fois des prérequis. C'est-à-dire que la matière est un prérequis à certaines choses qui vont, par exemple, à la formation du minéral, à la formation du minéral qui devient le prérequis à la formation du végétal, qui devient le prérequis à la formation de l'animal, qui devient le prérequis à la formation de l'être humain. Mais à chaque fois, on parle de quelque chose qui est déjà présent dans l'esprit et qui va trouver sa réalisation dans la matière parce que les prérequis de la matière sont en place. On le voit très bien d'ailleurs dans le phénomène de formation de la glace, hein. Il y a des lois qui existent. L'eau devient glace si la température chute, mais elle se retransforme en eau si la température réaugmente. Donc là, il y a une loi réversible. Il y a des prérequis. S'ils sont là, ça s'exprime dans la matière. S'ils ne sont pas là, ça disparaît. Et donc, ça partirait de l'idée que l'être humain est un prérequis aussi. Un prérequis de quoi? Bah, peut-être de la conscience et d'être témoin d'une expression de la conscience dans l'univers pour que quelque chose d'autre arrive et se mette à nouveau en place. Une conscience plus globale. Ouais, pour moi, le lien de la matière, il se situe là, c'est-à-dire que la matière, sur tous ses aspects, n'est qu'un prérequis à une expression d'un esprit totalement immatériel. Peut-on dire que la matière est une expression de l'esprit? C'est une forme d'expression de l'esprit, oui, oui, oui. Comme, et l'idée, ça serait d'aller trouver quelque part cette notion qu'on pourrait appeler de vérité évolutive, c'est-à-dire il y a des vérités, hein, la vérité, c'est quelque chose de très flou, hein, chacun a sa vérité, mais il y a quelque chose de commun dans la vérité, c'est qu'en général, elle unifie. On est tous d'accord sur 1 plus 2 égale 3, bon, à part certaines... La vérité, elle unifie toujours, mais elle est évolutive, la vérité, c'est-à-dire qu'elle est, à chaque fois, dans cette émergence de la vérité aussi, hein, qui est quelque part une émergence de l'esprit, l'esprit unit toujours l'être humain, c'est-à-dire qu'il devient toujours en accord avec son frère humain quand elle s'exprime. Et donc dans cette émergence, il y a cette notion aussi de vérité évolutive, c'est-à-dire que l'esprit va s'exprimer dans la matière pour faire émerger quelque chose et une recherche de la vérité. Et, je pense que cette recherche de la vérité, on pourrait parler d'absolu, qui est en chaque être humain, je cherche un absolu, c'est cette recherche de l'esprit. Et l'absolu, il est pas atteignable, évidemment, mais il peut devenir un chemin, c'est-à-dire quelque chose qui conduit un être humain à « ok, je vais ouvrir cette sphère-là », qui me mène à chercher en permanence, à ouvrir les voies dans tous les domaines, et à le relier à mon chemin de connaissance. Mon apprentissage, en lien avec cette ouverture que j'ai fait, je vais en permanence y faire émerger quelque chose du nouveau. Et à chaque fois du nouveau, parce que je suis toujours dans la recherche de l'esprit et de l'absolu. Donc l'émergence, c'est à mon sens une loi de l'univers, mais c'est aussi une loi de l'être humain dans ce qu'il est. C'est-à-dire je dois me recréer à chaque fois. À chaque fois de ce que je vais vivre, de ce que j'ai réouvert, je vais créer. Et ça change totalement le rapport au vécu, c'est-à-dire que si on accepte ce que la vie nous amène, chaque événement, aussi dur soit-il, aussi pénible soit-il, je vais créer à partir de là. Parce que je vais ouvrir le champ de l'émergence à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ouvrir le champ de la vérité. Cette vérité-là va venir à mes frères humains là, mais ce n'est qu'une vérité provisoire et elle va évoluer. La dantosophie s'attache-t-elle également à traiter des problèmes plus courants? Oui, oui et non. Oui, parce que j'ai vu aussi dans la réalité de ce que je pratiquais des caries s'arrêter. Avant que je pratique la dantosophie, hein, des caries qui n'avançaient pas, en dehors encore une fois des règles de ce qu'on nous apprend à la faculté.
des caries déjà profondes qui s'arrêtent et qui, au bout de quelques années, n'avancent plus. Euh, L'idée, c'est que derrière l'approche avec l'accompagné et la dantosophie, encore une fois, qui n'est qu'un nom, mais derrière la philosophie et l'intention de dire il y a des forces d'auto-guérison qui existent chez un être humain, comment on arrive à les redéclencher? On le sait de toute façon, puisque dans toutes les parties de la médecine, il y a des cas de guérison de cancer, de diverses choses. Ça existe. Donc on sait que les capacités d'auto-guérison existent. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est les déclencher. On ne maîtrise pas le déclenchement. Pourquoi ça arrive? Grande question. Mais si on s'intéresse à pourquoi ça arrive, encore une fois, sans chercher à comprendre, on va pouvoir essayer de redéclencher ce qui va favoriser l'apparition de l'auto-guérison, c'est-à-dire, encore une fois, quels sont les prérequis qui vont permettre de faire émerger la force de guérison. Et pour moi, les prérequis dans la dantosophie sont ce travail avec l'activateur qui vont créer des conditions d'harmonisation, on va dire des conditions optimales. Peut-être que ça ne marchera pas chez tout le monde, parce qu'elles ne seront pas encore réunies à ce moment-là ou à cette période-là. Mais en tout cas, c'est l'idée de faire émerger la capacité d'auto-guérison, et je vois apparaître du coup des choses qui vont se passer dans la matière qui vont permettre la guérison. Mais de loin, pas tout le temps. Euh, et donc l'acte physique, toujours en co-conscience, c'est-à-dire en partageant avec mon accompagné le fait que cette dent-là, par exemple, parle d'un thème, mais que dans la matière, la guérison n'est pas là. Il peut y avoir de la souffrance, hein, une rage de dents, il peut y avoir quelque chose qui dit, en tant qu'organe matériel, la dent, elle ne me permet plus de faire ce que j'ai à faire avec. Donc on va rentrer dans la matière, là, je vais soigner, je vais faire exactement ce qu'il faut. Mais toujours avec l'idée d'abord, je vais créer les conditions, les prérequis de la guérison, de l'auto-guérison, quelle qu'elle soit, sur tous les plans que ce soit, et s'intéresser à la matière au moment où ça sera juste. Une attitude dans la vie semble pouvoir provoquer une déformation, mais une déformation de naissance peut-elle induire une attitude dans la vie? Ouais, on rentre dans la génétique, et tout ce qu'il y a derrière la génétique. Là. Pour moi, la génétique, on va le remettre dans l'aspect matière, c'est un être humain qui, pour moi, est un être avant tout spirituel, reçoit un corps. Un corps génétique, on va dire, qui est transmis par papa, maman, par toute la chaîne d'hérédité, la transmission. Et ça n'enlève rien à la réalité de ce qu'est de l'ADN, à ce qu'est la transmission génétique. Mais à un moment donné, il y a une rencontre entre l'être spirituel et la matière. Et cette rencontre-là, elle se place, en tout cas au niveau des dents, à différents niveaux. Il y a une première rencontre, je ne parle que des dents, hein. C'est les dents de lait. Les dents de lait, elles se forment pendant la période embryologique, donc au moment où, si on parle d'incarnation de l'esprit dans un corps matériel, de cette rencontre entre la personnalité, l'esprit et le corps. Et donc la formation de ces dents-là va être témoin de cet événement-là. Donc à la fois de la transmission génétique, hein, on pourrait parler de transgénérationnel, de ce qui va s'inscrire en épigénétique, des comportements, des émotions, de la façon de penser dans le corps matériel. Et la rencontre entre la personnalité pure de l'enfant qui va venir se mettre dans ce corps-là. Il y a une rencontre là, hein, des fois une rencontre qui se passe bien, des fois une rencontre qui se passe pas super bien, et qui a un impact évidemment dans la construction de la suite du corps. Ben, en réfléchissant de cette façon-là, on pourrait commencer à comprendre le handicap et puis enfin différentes choses. Bon, c'est pas le sujet ce qui nous concerne. Mais en tout cas, sur les dents, ça explique beaucoup de choses sur la formation des dents temporaires, sur la forme des mâchoires d'un enfant. L'enfant et les accompagnatrices de l'enfance, les puéricultrices, savent que l'enfant naît avec une mâchoire qui est harmonieuse, qui est carrée, qui est pas étroite. L'étroitesse arrive après, le manque de place arrive après, parce que la pensée se met en place. La pensée avec la rencontre avec la matérialité, avec les événements de vie, les contraintes sociales, le manque de liberté. La mâchoire étroite correspond à cette contrainte de plus en plus forte de la société, cette accélération du temps que les enfants rencontrent de plus en plus vite, cette souffrance rencontrée de plus en plus vite ça amène une autre vision de... Donc il y a à la fois la rencontre entre la personnalité, la sphère, on va dire, de l'esprit et le corps. Donc cette rencontre qui va dominer l'autre,
une grande question. Il y a à la fois la force de ce qui est exprimé dans le corps, hein, dans la génétique, et la force de ce que l'être humain, en tant que personnalité, en tant qu'âme ou esprit, tout ce qu'on pourrait mettre dedans, encore une fois, c'est des mots tout ça, et je voudrais pas que ce soit des mots enfermants, mais il y a quelque chose qui parle de cette rencontre, et l'impact entre les deux. Et si on en revient à cette théorie de l'émergence, l'esprit, la pensée sont le dernier échelon de l'émergence de la chaîne de l'évolution. Donc il y a quelque chose de supérieur qui s'exprime là. Et je pense qu'il faut faire totalement confiance au fait que cet élément supérieur va prendre sa place et peut maîtriser l'élément inférieur. Inférieur n'est qu'un terme, encore une fois, c'est pas un terme dévalorisant, c'est pas un terme qui voudrait dire c'est moins bien, c'est un terme qui parle de... Ce sont des prérequis à autre chose, et il y a quelque chose de la sphère de l'esprit, si on le favorise, peut aller compléter, annuler, transformer ce qui a été tordu dans la matière, et dans le corps génétique donc. L'idée, ce serait juste de provoquer encore une fois la réharmonisation pour favoriser la guérison, pour favoriser la nouvelle émergence. Que pouvez-vous dire sur la symbolique des dents? C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, beaucoup mal interprété. Pour moi, la symbolique des dents telle qu'elle est perçue actuellement, c'est comme une forme de statistique qui dirait, un peu avec les autres lois de la matière, telle dent représente ça, telle dent représente ça, pour tout le monde c'est la même chose, pour tout le monde. Et puis on rentre dans la même sphère en fait qui dit, je vais enfermer l'être humain dans cette sphère du symbolisme. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il y a quelques informations qui sont transmises parce que l'être humain, tel qu'il s'est formé au cours de sa construction, il a un côté droit, il a un côté gauche, ça parle de quelque chose, il est symétrique, avec dans sa symétrie un centre, c'est-à-dire que l'être humain, dans sa dualité, il rassemble pour être témoin de quelque chose. Donc, il y a quelque chose dans le droite et gauche qui parle de la relation au monde, évidemment, de la relation à certaines sphères, l'avant, l'arrière, comme vous l'évoquiez sur ma place dans le monde, la mise en place de la volonté, hein, le haut, le bas, la pensée, la terre, le mouvement. En dehors de la spatialisation, il y a quelque chose du domaine de la pensée, de la manifestation de la pensée, des émotions qui fait référence à ça. Et donc, on ne peut pas enfermer le symbolisme dans quelque chose encore une fois, qui, à partir de quelque chose de très vaste et de très puissant, va être enfermé dans quelque chose de matériel et qui perd tout son sens. On peut le reproduire sur tout un tas de domaines. Est-ce que lire un évangile à l'église, en perdant le sens de ce que ça veut dire dans l'esprit, est-ce qu'on peut l'enfermer dans des mots qui sont exprimés comme ça? Est-ce qu'on peut enfermer des mots sur telle dent représente telle dent et puis basta, c'est fini? Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, le symbolisme, c'est en effet une représentation, un modèle, et puis après, dans la relation, dans l'observation, il y a quelque chose qui apparaît d'un domaine, on va dire, d'une pensée intuitive qui va parler de la personne, avec un support de connaissance. Encore une fois, le lien entre l'esprit et la connaissance. À un moment donné, j'ai ma connaissance qui est là, et il y a des dents qui parlent de quelque chose, et il y a le lien qui peut se faire. J'ai reçu une information, et du coup le lien se fait, et je vais parler différemment de cette dent-là à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Exact, oui, c'est ça. Donc non, je ne veux pas m'enfermer dans le symbolisme. C'est pour ça que je l'ai un peu écarté. C'est qu'il devient réducteur, comme le subtil devient réducteur. Si je m'intéresse au subtil, je vais quelque part le rendre réducteur. Le subtil, ça parle d'énergie. L'énergie, c'est de la matière, et je vais encore le réduire, essayer de comprendre pourquoi la matière. Non, ouvrir l'esprit à le seuil de connaissance où je suis. Est-ce que votre pratique s'étend au problème de phonation et défaut de prononciation? Oui, oui, parce que évidemment, comme tout le reste, la position des dents détermine la phonation, avec d'autres principes, la position de la langue, la gestion du souffle, la configuration de la sphère buccale. Et donc, et bien sûr que la phonation va être le bout de chaîne où on peut porter l'intérêt de dire là, il y a une difficulté.
Et la difficulté va être le témoin de quelle est la difficulté de cet être humain, de cet enfant, de cet adulte que j'ai devant moi. Quelle est la difficulté? Pourquoi ce qui va être exprimé au bout de la chaîne, ça parle de quelle difficulté, ce défaut de prononciation? Et donc on peut remonter maintenant la chaîne, essayer de remonter la chaîne de la même façon, c'est-à-dire si moi on m'envoie une personne et on m'envoie des personnes pour ces défauts, je vais m'intéresser aux dents. Est-ce qu'on pourrait s'intéresser à une autre sphère pour comprendre le problème de phonation? Très certainement. En tout cas, moi, je vais commencer par les dents et essayer de retrouver le lien avec la difficulté par l'intermédiaire des dents et par l'intermédiaire de ce que je vais pouvoir faire en dentosophie dans la sphère des dents. Pensez-vous que la médecine académique est en train de s'ouvrir à une approche plus holistique? Ah, je suis persuadé que oui, oui, oui. C'est en train de se faire, en effet. L'être humain commence à se dissocier de cette vision purement matérialiste. Et on a une grande chance actuellement, c'est on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui apparaît. On pourrait peut-être quelque part s'en inquiéter, mais en fait, je pense que c'est une grande chance parce qu'elle va remettre l'être humain là où il doit être. On est bien en train de se rendre compte que l'être humain tel qu'il pratique la médecine, tel qu'il pratique d'autres choses, est devenu une intelligence qu'on pourrait qualifier d'artificielle, c'est-à-dire il y a des mécanismes statistiques qui font que si j'ai tel ou tel relevé dans le bilan sanguin, et ben, je vais donner quelque part le médecin, et les médecins en souffrent énormément, je pense, les dentistes et d'autres, dans d'autres sphères des sciences aussi, sont devenus, en quelque sorte, on est devenus des êtres qui pensons comme des machines, c'est-à-dire je vais lire de relevés, j'ai plus le temps de m'intéresser à l'être humain, j'accélère. Et donc cette souffrance va amener à se dire mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle va remplacer la médecine telle qu'elle est faite là, puisque ça va aller beaucoup plus vite, ça va aller beaucoup plus vers des résultats statistiques beaucoup plus performants, si on restait dans cette sphère-là, on va se passer du médecin, c'est évident. On va se passer même du dentiste, et on aura une machine-outil qui va faire l'acte plus parfaitement, qui va faire l'acte selon des données qui sont purement matérielles beaucoup plus parfaitement. Donc c'est une grande chance de remettre en position l'homme. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est une machine-outil, une intelligence du type artificiel qui peut accumuler des données et puis les recracher? Ou est-ce qu'on est autre chose? Et donc dans cette souffrance de la rencontre, il y a quelque chose qui émerge et que moi je vois apparaître en tout cas chez les êtres humains que je rencontre. C'est juste de donner la clé. Et je crois qu'en effet, c'est une grande chance. On vit une période vraiment charnière. Et il émerge vraiment, en effet, un autre rapport de la vision de la médecine et de l'être humain. Il ne faut donc pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Je mets un petit bémol. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a un danger, hein. Il y a un danger de s'arrêter là. Et donc, il y a aussi pas être dans la position du bisounours qui dit tout va bien aller. Il y a aussi quelque chose qui doit émerger, qui est du domaine de la foi et de cette recherche de l'absolu, et qu'il faut cultiver en soi pour pas perdre le lien et pas se décourager non plus, et de dire parce que quand on se décourage, quand on perd on peut devenir froid. Tous, on peut devenir très froid, très impersonnel, très calculateur. Et elle est tenue, cette frontière, entre je vais basculer. Donc il y a quand même une notion de vigilance et d'être attentif, et donc de se donner du temps et de privilégier une relation à soi. Et j'en reviens à la dentosophie, c'est aussi cet espace-là que je cherche à provoquer, à créer chez l'être humain que je reçois, pour qu'il y ait cette capacité qui est très ténue je vais garder ce sens de la recherche de l'absolu en moi, qui m'amène à découvrir, à chercher la vérité, l'absolu, le vrai, le beau. Mais il y a un danger quand même, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis extrêmement optimiste, hein, c'est pour ça que j'ai une action qui va dans ce sens. Sinon, je n'irai pas dans cette voie-là, mais il faut être aussi vigilant. La mécanisation peut réveiller par réaction la beauté du geste, comme le retour des boulangeries traditionnelles comme réponse aux boulangeries industrielles, par exemple.
C'est exactement la même chose, ouais, c'est exactement ça. À partir du moment où il y a une espèce d'émulation, alors à la fois on pourrait dire intérêt purement économique, si je veux survivre, il faut que je fasse un pain meilleur. Mais chez beaucoup de personnes, ça parle d'autre chose aussi. Ça parle aussi de la réalité vécue intérieure, euh, il y a quelque chose là que je peux faire mieux, il y a une vérité dans ce pain-là que je vois pas sortir, et là je m'en rends compte, et on est en train de faire de la merde, et j'ai envie de créer du beau. Et il y a quelque chose qui s'éveille dans la rencontre avec le lait. Non, moi je veux créer du beau. Et donc à la fois, on pourrait dire c'est une persistance économique, si je veux survivre, il y a ça, mais je pense qu'il y a autre chose qui s'éveille aussi. Il y a ce rapport, mais on est en train de créer du lait, donc je vais faire du beau. Ah ouais, je peux faire du beau en fait. Et on retourne à cet aspect de vigilance, c'est-à-dire que si on pouvait s'arrêter au fait de purement économiquement, je vais survivre parce que je crée du plus beau, bah, je vais créer du plus beau, mais à un moment donné, puisque je survis, bah, je vais rester dans ça, et puis je vais régresser même. Et donc la vigilance, elle est là, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai créé du beau, est-ce que je vais me contenter de ce beau-là, ou est-ce que je vais encore ouvrir, pour à chaque fois aller plus loin, plus loin. Ouais, c'est cet aspect de la vigilance qu'il faut garder, que j'essaye en tout cas d'éveiller chez moi, c'est-à-dire je ne vais pas me satisfaire de dire, bah, puisque j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, je vais m'arrêter là. D'ailleurs, je pense que si je m'arrêtais là, quelque chose, quelque part, me mettrait une grande claque derrière la tête en me disant non, non, tu as tout faux. Avez-vous un message à transmettre? Oui, alors c'est un message que j'adresse à mes confrères, consoeurs, à l'être humain en général. C'est un message d'espérance et de dire la souffrance est une capacité de pouvoir éveiller quelque chose, c'est le premier stade. Et même l'égoïsme est un premier stade à pouvoir ouvrir une autre sphère par soi-même, hein, c'est-à-dire ne plus obéir qu'à des lois qui nous sont imposées, mais par soi-même revenir à je peux en tant qu'être humain me reconnecter à quelque chose. Et donc il y a une nécessité en tout cas pour le milieu médical, d'ouvrir cette fenêtre de compréhension de ce qu'est un être humain, et qu'un être humain, c'est un être spirituel incarné dans un corps physique. De juste accepter ça. Et il y a moyen pour tous les êtres qui interviennent en médecine, en dentisterie, en physiothérapie, tout ce qu'on veut, de vivre à nouveau cette chose-là dans la pratique, ce qui amène énormément de joie, de possibilités infinies. Et donc moi, je suis en tout cas à la recherche et ouvert à ce que des thérapeutes, des médecins, ou allons jusqu'au dentiste même, et surtout des dentistes, j'ai besoin que quelque chose s'ouvre dans cet aspect-là des choses, parce qu'évidemment, je suis un peu submergé par ce qui arrive. Il y a un vrai appel, parce qu'il y a une vraie compréhension de ce qu'est la dentosophie. Et donc j'ai besoin de rencontrer des dentistes qui seraient ouverts à ça bah, pour amplifier le phénomène et puis pouvoir suivre dans la pratique. Il y a un réel besoin qu'on ouvre cette sphère-là dans la sphère de la dentisterie jusqu'à l'acte final justement du soin des dents, ou de l'orthodontie, et de l'acte dans la matière. Il faut qu'il y ait une continuité jusque l'acte, et c'est ça qui manque. Et c'est cette chose-là, moi, qui m'anime, de pouvoir accompagner, puisque ça parle de mon parcours de vie, c'est la difficulté que j'ai eue, donc c'est là où j'ai une expérience dans le vivant. Et donc, bah, je suis ouvert à rencontrer, à partager s'il faut, je ne vais pas utiliser le mot de former, parce que il y a toujours une histoire d'échange et de partage, mais de partager justement ce que j'ai acquis dans mon expérience. Merci. Et j'ajoute un dernier mot. Merci beaucoup pour l'interview, et puis pour le développement que vous êtes en train de faire avec cette chaîne. Ça passe aussi par là, c'est-à-dire qu'on peut pas, on pourrait rester enfermé chacun dans notre sphère et dans le microcosme qu'on crée autour de soi, mais la transmission, le fait de partager, et sur des grandes échelles, tout en s'enfermant pas dans le travers des supports informatiques. Mais le fait de pouvoir partager sur des chaînes comme la vôtre, c'est essentiel, parce qu'il y a une diffusion là du coup, et une ouverture incroyable. Donc merci pour
ce que je sais que vous êtes en train de mettre en place. Et j'engage à tous ceux qui suivent votre chaîne à poursuivre et à déclencher le bouche à oreille.